Mon challenge était d'arriver à fabriquer rapidement un produit. Rapidement, ça veut dire en moins de 10 minutes. Et moi, je voulais m'affranchir aussi de certains ingrédients que tu retrouves beaucoup dans l'industrie cosmétique, qui sont principalement des conservateurs et qui ne sont pas toujours hyper bien tolérés. J'ai fait plus de 120 000 diagnostics de peau. Je connais la peau de mes clientes. Mon point de départ, ça a été des femmes qui ne rentrent pas dans les cases des produits standards, peau grasse, peau mixte, peau mature. Parce que tu n'achètes pas une crème pour faire du bien à la planète. Tu achètes une crème pour faire du bien à ta peau. T'achètes une crème pour être plus belle. Nous sommes aujourd'hui avec Lucille de la Beauté. Comment tu vas ? Ça va très bien. Alors, je suis très content de te recevoir parce qu'on va pouvoir traiter une histoire dont le scénario n'est pas un que j'ai eu l'occasion de traiter par le passé. C'est un peu une marque qui a chopé une grosse traction au démarrage et qui a subi une restructuration. Oui. Donc toi, tu as vécu pas mal de choses. Tu étais un peu en avance sur le mouvement des DNVB, puisque 2017, c'était le début du marché, quoi. Mais un peu tôt. Je crois que My Jolie Candle n'existait pas. Enfin bref, pas mal de choses. Le site français existait certainement. Oui. Mais donc, tu es arrivé avec un produit très innovant, sur un mode de distribution qu'il était aussi. Et donc, vous étiez au pic 18 personnes. Aujourd'hui, vous êtes 4. Ouais. Et tu as une façon très différente de piloter ta boîte. Aujourd'hui, avant, je vais te laisser commencer par te présenter, nous raconter un peu la genèse de la beauté. Alors, moi, j'aime dire que j'ai la chance de faire ce dont je rêvais quand j'étais petite, parce que moi, petite, j'avais un labo. J'ai grandi à la campagne et j'avais un labo dans mon jardin. Je faisais des potions. Et donc, aujourd'hui, je continue à faire des potions, mais des potions qui sont pour la peau. Et je le fais à Paris, rue Keller, dans notre officine du 11e arrondissement. Donc, on fabrique tous les produits là-bas. Et avant de réussir à faire ça, j'ai un parcours de pharmacienne. Plutôt recherche. D'abord, j'ai fait de la recherche à un niveau assez poussé sur du médicament. Je me suis rendu compte que je m'emmerdais un petit peu à fabriquer des comprimés de paracétamol. Parce que ça met du temps, tu vois, la synthèse organique. Tu passes 4-5 heures en fait, à fabriquer ton comprimé. Et un comprimé qui, certes, enlève des maux de tête, mais avec lequel j'avais peu d'interaction. Tu vois, je me suis dit, j'ai à mettre dans un labo, mais pas forcément sur le médicament. Et donc, je me suis spécialisée en dernière année de pharmacie en cosmétique. Et là, moi, ça a été une révélation produit. Parce que en fait, faire une crème, c'est super compliqué. Quand tu es une chimiste aguerrie, c'est un super challenge. Parce que le principe, c'est que tu essaies de faire tenir ensemble de l'eau et de l'huile. Donc, tu vois, c'est pas quand même fait pour. Donc, tu veux faire tenir ça dans une texture hyper agréable à appliquer. Tu veux pouvoir mettre du parfum, des actifs. Chaque chose que tu rajoutes, en fait, casse ta formule. Donc, c'est hyper compliqué, c'est hyper complexe. Et c'est super sympa. Et puis, moi, j'avais une affinité de dingue avec le produit, tu vois. Parce que... Et les cycles... le produit me plaisait beaucoup dans cette industrie. Et les cycles de développement aussi. Dans le médicament, tu peux chercher toute ta vie... dans un domaine ou sur une molécule et puis jamais voir le truc aboutir. Moi, je suis un peu pressée, j'aime bien voir les résultats de mes actions, etc. Et donc, dans la cosmétique, même si nous, on a beaucoup raccourci en fait, le cycle produit de développement de produits, mais sinon, en fait, en un an, tu peux lancer un produit, entre le moment où tu penses un produit côté market et le moment où tu commences à le vendre, traditionnellement, tu vois, il peut s'écouler juste un an. Donc, c'est beaucoup plus court. Donc, cette industrie m'attirait aussi pour ça, pour le produit et pour son modèle quoi, de lancement, etc. Mais moi, je voulais entreprendre depuis petite. Tu vois, je faisais des potions et des pitchs. Alors, non, mais ça paraît ridicule. Donc, j'allais voir mon père, je lui donnais des idées. Enfin, j'ai inventé des trucs super nuls. J'avais des petites boutiques, tu sais, devant le jardin. Je vendais des bouquets de fleurs qu'on m'achetait pas. Enfin, tu vois, j'aimais bien faire ça, quoi. Et quand je me suis spécialisée en cosmétique, au début, je me suis dit, l'entrepreneuriat, ce sera peut-être pas pour moi. On manque pas de marque. Et donc, du coup, je me disais, je vais peut-être pas monter de boîte. Donc, ça me chagrinait un petit peu, tu vois, en dernière année de pharma, mais bon. Et puis, finalement, je me suis ravisée parce que, si tu veux, j'ai eu un déclic. En même temps que j'avais appris à faire les produits, tu vois, donc j'étais en dernière année de pharma, je faisais de la R&D cosmétique, et j'avais gardé un pied dans la pharmacie d'officine, donc c'est la pharmacie, tu vas acheter tes médicaments. Moi, je bossais. Les études de pharma sont longues, et tu peux avoir un peu de temps
pour travailler. Donc, je bossais tous les week-ends, les après-midi, t'as pas toujours cours. J'ai fait plein de pharma différentes. Des grosses, des petites, des moyennes, des pharma avec beaucoup de conseils, d'autres avec beaucoup de para. Et je me suis rendu compte que, certes, j'avais beaucoup de produits cosmétiques à conseiller, mais que quand je voulais répondre vraiment à ce que me demandaient mes clientes au comptoir, et ben, si je cherchais, dans beaucoup de cas, je ne trouvais pas exactement le bon produit. Tu vois, c'est bête, mais mes clientes venaient me voir en me disant j'ai des rides, de l'eczéma, donc c'est la peau très sèche qui peut faire des allergies, et puis des boutons. Parce que aujourd'hui, à 30 ou 40 ans, tu peux encore avoir des boutons d'acné, mais tu n'as pas pour autant envie de mettre le produit pour ado, quoi. Et donc, quand je cherchais le bon produit pour cette cliente-là, je ne trouvais pas. Et j'ai trouvé que ça m'arrivait très souvent de ne pas trouver le bon produit. Et donc, je me suis inspirée de quelque chose qu'on m'avait appris à faire en deuxième année de pharma, juste après le concours. Tu as des TP de préparation magistrale. Alors, c'est assez cool. Tu apprends à faire des gélules, des suppositoires, des crèmes sur mesure, parce qu'une préparation magistrale, c'est un médicament qui est fabriqué par le pharmacien sur ordonnance d'un médecin. Donc, le médecin va écrire une recette. Les recettes sont, tu vois, tu as quand même des registres où c'est encadré, etc. Mais donc, le principe, c'est que le médecin écrit une recette et le pharmacien fabrique dans son labo, qui est souvent attenant à la pharmacie d'officine, fabrique le médicament sur mesure. Donc, tu peux faire des dilutions de sirop pour bébé très souvent. Tu vas faire beaucoup de pommades à la cortisone pour les gens qui font de l'eczéma, justement. Et donc, j'ai pris ce savoir-faire-là de pharmacie. Et je me suis dit, si on sait faire des suppos sur mesure, je pense qu'on va faire des crèmes et des nettoyants, etc. Enfin, une gamme complète sur mesure. Et donc, voilà, là, je me suis dit, c'est super. Je suis allée pitcher mon truc à mon père, qui n'est pas du tout un expert de la cosmétique, qui ne connaît rien du tout, qui m'a dit, écoute, si tu as l'impression d'avoir plein de clientes et puis ton truc est sympa. Donc, c'est la première fois si tu veux, j'ai senti que c'était moins farfelu comme idée. Et donc, je n'ai pas beaucoup plus réfléchi. Je me suis lancée. J'ai commencé par la partie technique parce que mon challenge était d'arriver à fabriquer rapidement un produit. Rapidement, ça veut dire en moins de 10 minutes. Mais mon point de départ, c'est qu'une crème, le procédé classique tel qu'on m'avait appris à le faire, d'émulsion, ça se fait à chaud. Donc, c'est de l'énergie consommée et c'est du temps. Parce que tu vas chauffer l'eau, tu vas chauffer l'huile, puis ensuite, tu vas les assembler sous très forte agitation mécanique pour forcer le mélange. Et ensuite, en refroidissant, c'est stable. Donc, bon, pour moi, si tu veux, ça me posait... je trouve ça dingue parce que tu as plein de principes actifs que tu cuis et qui sont moins bons quand même après pour la peau. Donc, c'est un process qui n'est pas toujours optimal pour préserver la valeur active en fait, de tes ingrédients. Et l'autre chose, c'est que ça prend une tonne de temps. Donc, je me suis dit, si je veux faire des crèmes sur mesure, fabriquer minute, une fois que ma cliente m'a dit ce qu'elle voulait et que je suis d'accord avec elle, si je veux pouvoir lui fabriquer son produit, 1h30, c'est pas jouable. Et j'étais assez... Tu vois, les premiers experts avec qui j'en ai parlé m'ont dit tu te fais 3 bases et puis tu rajoutes les ingrédients à la fin et puis ça ira très bien. Moi, je voulais pas faire ça. Parce que moi, j'étais j'étais assez extrémiste, tu vois, dans mon approche. Parce que si tu fais des bases, tu les conserves forcément. Et moi, je voulais m'affranchir aussi de certains ingrédients que tu retrouves beaucoup dans l'industrie cosmétique, qui sont principalement des conservateurs et qui sont souvent des ingrédients qui ne sont pas toujours hyper bien tolérés, en particulier par les peaux qui ont des problèmes comme celles que je voulais traiter. Et puis moi, ça me rend dingue, si tu veux, te dire que tu mets sur le visage une crème qui a été fabriquée 18 mois avant que tu l'utilises. Enfin, tu vois, ça ne te viendrait pas à l'idée de boire... si tu te presses un jus d'orange, c'est pour qu'il soit frais, qu'il ait plein de vitamines et qu'il ait plein de vertus pour ton corps. Et puis, tu ne vas pas le laisser 1 an et demi au frigo avant de le boire. Et en fait, si tu veux, il y a un vrai parallèle qui est hyper intéressant entre... et d'ailleurs, souvent, tu vois, les ingénieurs agronomes, par exemple, peuvent switcher de la bouffe à la cosmétique assez facilement parce que c'est quand même un peu les mêmes ingrédients, les mêmes raisonnements, les mêmes galéniques, tu vois. Une crème, c'est une mayonnaise, hein, donc tu vois. Et donc moi, je me suis dit, attends, dans l'alimentaire, je mange pas de plats préparés que je fous au micro-ondes. Dans la cosmétique,
le côté frais est super important. Et j'avais trouvé bien sûr des publics qui te parlaient en fait qui te décrivent hyper bien la décroissance d'activité, par exemple du pouvoir antioxydant d'une plante que tu mets dans ta crème. Une fois qu'elle est dans l'émulsion, elle va perdre en activité au fur et à mesure des mois. Donc même si tu mets un packaging qui conserve hyper bien, etc., moi j'avais comme intuition de me dire que mon produit serait d'autant plus efficace qu'il serait frais. Et c'est vrai, pour autant, mes clientes s'en fichent un peu. Ça, c'est vrai, je m'en suis rendu compte après. Mais bref, donc du coup, je ne voulais pas faire de base, je voulais faire mes crèmes en quelques minutes. Et donc, j'ai fait ma thèse de pharmacienne sur le procédé de fabrication et j'ai pu déposer mon brevet de formulation. Alors, je ne pensais pas du tout déposer un brevet, si tu veux. Moi, je voulais mettre au point mon procédé et ensuite lancer. Et en réalité, si tu veux, j'ai passé des mois et des mois au labo de la fac de pharma et je les remercie de m'avoir laissé travailler là-bas, à faire des essais. Et quand tu rates ta crème, bah, tu as de l'eau d'un côté, de l'huile, enfin ça marche pas. Et vraiment, ça ne fonctionnait pas. Tous les essais, j'ai fait plusieurs centaines d'essais, peut-être même 1000 essais foireux. Jusqu'au jour, en fait, j'ai rajouté un ingrédient et dans ton bécher, tu passes d'un jus de chaussette à une crème absolument extraordinaire, super onctueuse. Et donc, je me suis dit, disons, c'est tellement surprenant et c'est tellement pas évident que peut-être je peux le breveter. Et donc là, j'ai commencé toute la démarche donc tu fais ta recherche d'antériorité pour voir qu'il n'y a aucun Gus qui a décrit quelque chose d'à peu près similaire à ton truc, mais de façon mondiale. Donc tu épluches même des publis en japonais, enfin tu vois, bon, ok, Google Traduction t'aide beaucoup quand même. Et puis après, la rédaction, et ensuite tu as l'étape après tu vas défendre ton dépôt de brevet auprès de l'Office national des brevets, donc ça a pris du temps. J'ai déposé en 2016 et il a été délivré en 2018. Tu vois, un brevet européen sur ce procédé de fabrication. Et c'est ça qui a rendu le truc possible. Donc j'ai pu lancer dès 2017 avec un labo attenant à ma boutique, comme dans les pharmacies, et la possibilité de faire un diagnostic de peau pour ensuite fabriquer minute ta crème. Et au début, on avait juste des crèmes et depuis, on a développé la gamme avec nettoyant, masque. Enfin, on a une gamme complète de soins visage et corps, complètement personnalisée. Donc toi, tu es vraiment arrivé dans l'entrepreneuriat par la pharmacie à la base. C'est-à-dire que tu avais ton produit, tu as ensuite dû découvrir comment le distribuer. Ouais. Et j'imagine ton premier réflexe, ça a été de te dire, bon, bah, je fais un petit packaging, etc. Je vais aller voir les pharmacies peut-être, directement pour le commercialiser. Tu as avancé comment à partir du moment où tu as eu le truc prêt ? Alors, moi, j'ai commencé en distribution 100% en propre. Parce que j'étais contrainte par la typologie de mon produit. C'est-à-dire que pour personnaliser le produit, et le fabriquer, j'avais besoin de faire un diagnostic. Et donc ça, je l'ai fait directement. Tu pouvais acheter les produits en 2017 sur le site internet. Donc tu remplissais un formulaire qui te donnait le résultat de ta peau et la formule théorique de ton produit. Puis ensuite, ça passait au labo et on fabriquait. Mais tu savais ce que c'était une DNVB à l'époque ou... Non, mais non, pas non, du tout. Non, moi, j'ai fait mes pitchs DNVB sur ma deuxième levée de fonds en 2019. J'étais c'est vachement bien, c'était hyper banquereux. En fait, c'est ça que je fais. Ouais, c'est exactement. Je me suis dit, mais c'est ça que je fais. Donc, non, j'ai commencé à vendre en ligne et dans ma boutique. C'était ma première boutique qu'on a fermée depuis, qui était dans le 6e arrondissement, rue Madame. Donc, tu rentrais, tu avais un espace de vente, le labo que j'ai mis en vitrine de cette première boutique. Comme tu passais dans la rue Madame, tu voyais des gens fabriquer des crèmes. Et moi, je m'étais dit, mais ça va faire un buzz monstre, tu vois. Il va y avoir la queue, t'as Pierre Hermé juste à côté, rue Bonaparte. Je me suis dit, bon, j'avais dit à mes équipes, tenez-vous prêts, parce que ça va faire beaucoup de bruit, on va avoir la queue, etc. Et en réalité, pas du tout. Mais pas du tout, tu vois. Donc bref, on avait cette boutique-là et à l'étage, on avait nos bureaux. Et moi, si tu veux, l'arbitrage, ça a été juste un... Tu vois, j'ai pas fait de choix... Alors, c'est peut-être un peu sévère de dire ça, mais j'ai pas fait de choix stratégiques sur ma distrib. En fait, j'ai fait des choix qui m'étaient imposés par mon produit. Donc, j'ai eu une boutique en propre. Mais ça, je m'étais posé la question de me dire, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une boutique ? Je pourrais avoir un labo de prod, tu vois, en banlieue, et puis tout expédier depuis là. Mais j'avais l'intuition de me dire que si je ne montrais pas ce que je faisais, et si je ne proposais pas aussi cette expérience finalement physique, en plus de mon expérience
en ligne. Le concept aurait du mal, si tu veux, à être compris, expliqué et adopté. Donc, et puis tu fais tes calculs en fait entre un emplacement 1 bis de 40 mètres carrés dans le 6e avec tes bureaux à l'étage, ton point de prod, etc. En fait, comme tu mutualises quand même tous tes coûts d'un point de vue économique, c'est pas déconnant versus un labo de prod en banlieue qui va en plus t'amener des contraintes, tu vois, de trajet, de trucs de bidule compliqués. Là, au moins, j'avais toutes les équipes sur place. Moi, je pouvais monter du labo au bureau, au truc, avoir les mains un peu partout. Et donc, c'était super comme truc. Et je suis pas allée... Alors, je suis allée au bout de 6 mois voir les pharmaciens. Et en fait, ça a été une grosse claque parce qu'ils m'ont tous dit « On adore ce que vous faites ». Ce qui est vrai, parce que finalement, je faisais de la préparation magistrale. Si tu veux, c'est un peu le talon d'Achille des pharmaciens, parce qu'aujourd'hui, tout est sous-traité à 90%. Tu as 2 grosses pharmas qui fabriquent pour toute la France. Donc, parce que le pharmacien n'a plus de place pour avoir son petit labo. Et en même temps, c'est son savoir-faire historique. Tu vois, tu as un lien, tu as un rapport quand tu es pharmacien à la préparation magistrale. C'est un peu tu vois, le côté noble du métier. Tu vois, c'est pas un vendeur de boîte, le pharmacien, c'est un fabricant c'est l'apothicaire, tu vois, d'avant. Donc, si tu veux, ils ont tous été hyper séduits par ma démarche, etc. Mais quand il s'est agi de se dire, bon, bah alors, vous allez faire les diagnostics, m'envoyer les commandes, et puis je voulais. Ouais, laisse tomber. Là, c'était laisse tomber. Non, il y a un pharmacien qui m'a expliqué. Il m'a dit, mais Lucille, moi, mon pharmacien salarié doit me rapporter 15 € hors taxe de chiffre d'affaires toutes les 15 minutes, minimum. Sinon, en fait, il me coûte trop cher. Enfin, c'est pas possible. Et donc, je vais pas passer une demi-heure à faire un diagnostic de peau avec peut-être juste 1 ou 2 crèmes. Enfin, c'est compliqué, votre truc, non. Et donc à ce moment-là, tu as refusé. Tu t'es pas mis, ça t'a pas mis sur la piste de te dire bon, peut-être que je peux standardiser 2-3 cas que je sers souvent en personnalisation. Ce dont tu me parlais un peu là juste avant de commencer. Tu te rends compte, il y a plus que 1000 commandes sur je sais pas quoi là. Bah ouais. C'est pas venu à l'époque. En fait, bien sûr, je me suis dit, OK, il me faudrait des produits standards pour pouvoir les distribuer. Mais là, en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que j'étais incapable de créer ces produits-là parce que je savais pas quelle aurait été la différence entre la crème La Beauté avec de l'aloe vera et du truc versus toutes les autres. Si tu veux, je me sentais absolument pas légitime à lancer une énième marque pour le coup de dermocosmétique. Malgré le brevet. Malgré le brevet, parce que le brevet, si tu veux, c'est ça qui rend possible ma fabrication et la personnalisation minute. Et par voie de conséquence, tu as un produit qui est frais, qui est plus concentré, qui est adapté à toi et qui est du coup, in fine, plus efficace. Mais du coup, c'est pas ça qui te... J'aurais pu faire... En réalité, si tu veux, si j'étais bonne en marketing, j'aurais pu certainement trouver un bon positionnement pour un produit standard, fabriqué, et puis raconter cette histoire de techno breveté, etc. J'aurais certainement pu, mais j'ai pas su le faire, tu vois. Et ça m'est pas venu... Enfin, j'étais incapable. Et c'est par contre ce qu'on a réussi à faire maintenant. Mais tu vois, on est 2017-2023, enfin, 5 ans plus tard, en fait, parce qu'on a lancé en septembre, j'ai réussi à le faire. Mais en m'appuyant, parce que je me suis appuyée, j'ai du recul, j'ai fait plus de 120 000 diagnostics de peau. Je connais la peau de mes clientes. Je vois très bien qu'effectivement, parmi... tu vois, moi, mon point de départ, ça a été des femmes qui ne rentrent pas dans les cases des produits standards, peau grasse, peau mixte, peau mature. Maintenant, je sais exactement quels sont les trucs à croiser. C'est-à-dire que moi, j'ai des clientes qui ont des boutons, des rougeurs et des rides. Tu vois, ça, c'est un des types de peau qui est le plus représenté dans ma base. Mais avant d'avoir tout ce recul grâce à la donnée que j'ai collectée, de qualifiée, ensuite traitée et analysée, si tu veux, j'étais incapable d'inventer cette crème de jour qui est notre crème de jour police, qui a de la pensée sauvage, de l'aloe vera, du calendula et de la Centella asiatica qui te permet de cicatriser et d'enlever tes rides. Je savais pas. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est des crèmes. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti des produits qui correspondent à des gens qui sont significativement représentés dans notre base. Et ce sont des produits qui ont été achetés par plus de 1000 clientes et rachetés plus de 3 fois. Donc en plus, si tu veux, moi, je sais que ce sont des produits efficaces. Et ce n'est pas juste Lucille Bataille qui le dit, c'est finalement le recul que j'ai sur la donnée. Ce qui est très particulier dans mon industrie parce qu'on teste les produits en général sur 20 personnes avant de les lancer.
Et donc, tu disais, la raison pour laquelle tu l'as pas fait là, quand tu allais voir les pharmaciens au début, c'est bon, bref, le positionnement, la marque, etc., n'aurait pas été représenté bien dans le fait de simplifier une formule et de dire, ok, ça c'est du laboté, alors que ton expertise est sur le sur-mesure. Oui. Aujourd'hui, tu le fais, du coup, tu as réussi à isoler ces formules spécifiques. C'est quoi ton positionnement sur ces trucs-là? Parce qu'il n'y a plus le sur-mesure. Alors, on a gardé dans notre ADN le côté sur mesure parce qu'on va te permettre de personnaliser. Alors, déjà, ta crème de jour, tu en as 3 différentes et qui sont vraiment très différentes que tu peux acheter. Et tu vas continuer, en fait, sur nos packaging qui sont en rayon. Tu as un petit flash code et tu peux faire un diagnostic de peau, mais qui est ultra simplifié. Tu le fais en 45 secondes, tu vois. Donc, les pharmaciens ne me disent plus que c'est trop long, tu vois. Et tu peux le faire en autonomie. Et je vais te faire une recommandation personnalisée de routine de soins. C'est-à-dire, je vais te dire, le matin, tu fais ça, le soir, tu fais ça, tu as ton petit roll-on bien pour ton bouton, ton truc. Et donc, cette recommandation personnalisée plaît énormément. Et je crois honnêtement, avec le recul, que, tu vois, quand on parle de personnalisation, pour moi, tu as le produit 100% sur mesure. Et probablement que toutes les peaux n'ont pas besoin d'un produit 100% sur mesure, tu vois, au dosage de trucs et tout ce que je sais faire. Mais par contre, ce qui est important, c'est de faire le bon conseil sur mesure, pour le coup. Ok. Tu vois. Donc en fait, voilà, tu as déplacé la personnalisation, tu es passé du produit personnalisé à la routine personnalisée. Donc Oui, ok. mais je suis très à l'aise parce que, si tu veux, je le fais avec des produits qui sont quand même assez... tu vois, ma crème de jour Police, encore une fois, c'est un de nos best-sellers. T'as pas de formule équivalente en pharmacie. D'accord. Parce que tu cibles quand même plein de trucs, tu désegmentes complètement, en fait, si tu veux, le secteur. Parce qu'en pharmacie, tu as les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux matures. La peau sensible, acnéique et ridée, elle n'existe pas encore. Donc, ouais, c'est effectivement, tu as à la fois ce conseil personnalisé avec des produits ultra spécifiques quand même, que j'ai pu développer grâce à mes clientes depuis 2017. Ok. Tu disais avant qu'on démarre le podcast que ce que tu avais découvert, c'est que l'insight, j'ai une peau tellement spéciale que j'ai besoin d'une crème spéciale, en fait, il n'existe pas. Ouais, et ça, c'est hyper violent quand tu t'en rends compte. Ouais, ça doit faire mal. Parce que... Ah ouais, ça fait hyper mal, hyper mal. Euh, Bah, je m'en suis rendu compte parce que moi, si tu veux, depuis le début, j'ai des clients, je vois mes clientes. Euh, et quand tu vois que tu peines un petit peu quand même à scaler très fort ton business online, moi j'ai levé des fonds pour me lancer, etc. Donc on avait des grosses attentes avec mes investisseurs sur la top line. Donc tu vois, en 2018, quand on avait un petit peu de mal à faire décoller très, 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 très fort, mais en même temps après, il faut se demander, est-ce que tu as besoin d'aller aussi vite dans tous tes trucs, mais tu profites de tes consultations pour demander à tes clientes, OK, pourquoi vous êtes là? Et en fait, tu te rends compte que celles qui ont des vrais problèmes de peau et qui trouvent vraiment pas de produits, elles te disent, bah moi j'ai tout essayé, en fait il y a rien qui marche. Donc en fait l'insight c'est plus l'efficacité. Je cherche un produit qui va marcher. Et puis tu en as d'autres qui te disent, oh bah moi j'aimerais bien personnaliser, tu vois, la texture, le parfum, plus le côté un peu sensoriel, tu vois, du produit. Ça les amuse de tester une fois pour le côté un peu nouveau. Enfin, tu vois, je me fais une crème de jour sur mesure une fois, quoi. Mais aucune ne m'a dit, bah, je sens que vraiment, je suis tellement particulière que j'ai besoin de... On va te dire, l'insight qui existe, c'est je veux un produit sain, je veux un produit qui marche, je veux un produit qui contient pas de perturbateurs endocriniens, tu vois, je veux un produit un peu écolo. Et encore, ça aussi, ça a été une énorme claque pour moi. C'est que moi, j'étais très attachée à faire hyper gaffe à chaque étape de ma chaîne de valeur, tu vois. Vraiment, on n'avait pas d'emballage secondaire, on avait des pots en verre, on a sorti des éco-recherches, j'ai fait une énorme campagne sur le refill et tout, machin. Et en fait, ça, c'est pas ça qui les drive, tu vois. Et ça, pour le coup, tout le monde se fait duper par ça. Parce que tout le monde en public dit je n'achèterai jamais un truc qui n'est pas produit de façon écologique, etc. Derrière, les ventes ne mentent pas, quoi. Ouais.
Mais ceci étant, je pense que si tu n'es pas attentif à ces problématiques-là, alors déjà, tu n'es pas toujours obligé de faire des trucs dans l'entrepreneuriat, tu peux faire aussi des choses parce que ce sont tes valeurs, ce sont tes combats perso à toi, tu vois, et tu as envie de bien faire les choses. Moi, je suis dans une industrie quand même où le gaspillage, c'est à peu près 20% de la production de produits qui est faite, qui n'arrive jamais dans les points de vente, qui est jamais acheté. Donc concrètement, je ne sais pas près qu'on enfouit des palettes de produits cosmétiques. Tu vois, pour moi, ça, c'est dingue. Donc mon modèle de perso et de fabrication à la demande a quelque chose de très vertueux déjà par essence, tu vois, donc j'y ai été très attachée. Mais ça, tout le monde s'en fout. Pour autant, sur tout ce qui est emballage, refill, etc., le fait que tu ne le fasses pas peut être pénalisant. C'est-à-dire que c'est pas une motivation à l'achat, mais par contre, on t'en voudra de pas le faire. Ok, ça peut être dit. Ok, d'accord. Ok, donc c'est une condition nécessaire non suffisante à l'achat. Absolument. Le matheux qui est en moi a retrouvé la voie. Ok. Alors, bon, évidemment, tu avais des objectifs du coup de croissance, tu disais, assez élevés sur le... Ouais. Tu as fait 2 levées ou 3 2 J'ai fait 2 levées de fonds. Ok. Ces trucs, en fait, qu'est-ce que tu as vendu? Tu t'es dit, ils vont se distribuer tout seuls, ou tu avais dit directement, je vais faire du Facebook, je vais faire du Google, etc. Tu avais un plan de croissance à ce moment-là? Oui, absolument. Alors, peut-être pas aussi micro que, tu vois, dans toutes tes lignes, c'était pas Facebook, je vais mettre tant, etc. Mais j'avais construit mon BP avec en fait un Kudak et je faisais grossir mes budgets et mon chiffre d'affaires grossissait avec. Ce qui a été vérifié, en fait, si tu veux, les 2 premières années, 2017 jusqu'à novembre 2018, je patauge un peu avec mes clientes. On est obligé de refaire la marque parce que je me rends compte que les gens ne comprennent rien à ce que je fais. Et ça a été suite à une expérience en pop-up, en grand magasin. J'ai vu beaucoup de flux. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, les gens, tu vois, l'identité de marque, etc., ne me permettait pas d'être comprise. On me demandait si mes produits étaient naturels. Parce qu'on avait une identité, tu vois, très pop, très girly, très truc, s'ils étaient naturels, sains et tout. Et donc, je me suis dit, bon, ça ne marche pas. Donc, on a fait ça. Et j'ai commencé à faire de l'acquisition fin 2018 sur un modèle qu'on a toujours, sur Facebook, Insta. C'est les premiers budgets que j'ai investis. Tu fais ton diagnostic de peau, tu as une ads qui t'invite à faire ton diagnostic de peau pour découvrir ta crème. Et là, pour le coup, sur les premiers budgets qu'on a investis, ça nous a vachement aidé. On a eu ma relation tout à fait linéaire au début sur les premiers euros investis. Alors, je pense que c'était aussi... tu n'avais pas autant de diagnostics en ligne à l'époque. Et ce canal était peut-être un petit peu moins saturé que post-Covid, quoi. Tu vois, on s'est pris une claque ensuite. Donc, mes hypothèses de BP ont été vérifiées l'espace de 5-6 mois, tu vois. Ok. Ce qui t'a permis du coup de faire la seconde levée. Ouais. Donc, tu as dû délivrer ce que tu avais promis ou à peu près sur la première. Ouais, à peu près. Mais ouais, en fait, ce sont aussi... moi, j'ai levé avec ma deuxième levée, ça a été avec des pros du secteur. Et en fait, ils avaient aussi envie de voir ce qu'allait donner, tu vois, la perso en cosmétique. Moi, je le comprends maintenant. Moi, si tu veux, je me suis lancée dans la personnalisation parce que je voulais faire des crèmes pour les clientes que j'avais vues en pharmacie. Mais j'avais aucune idée des tendances de marché, etc. Mais en fait, c'était the truc dans l'industrie cosmétique. Tu vois, ça excitait tout le monde et tout le monde était persuadé que c'était le truc à faire. Donc, si tu veux, j'ai eu un peu de chance là-dessus. Mais tu vois, je l'ai fait de façon assez intuitive, moi. Et il s'est trouvé que c'était une énorme tendance. Et je crois que oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, c'est le conseil personnalisé, le bon produit pour ta peau, le bon accompagnement, le sur-mesure, bien sûr, quand il y en a besoin, mais ça reste quand même pas la majorité des peaux qui ont besoin de 100% sur-mesure. Moi, je crois que c'est important, quand tu es un labo comme moi qui a pour ambition de te dire que tu trouves des solutions pour les femmes qui n'en ont pas, tu vois, avec des produits naturels, sains et adaptés. C'est important, tu peux construire. En fait, tu as un vrai socle de R&D et de connaissances acquises sur le sur-mesure et d'expertise
qui est assez dingue. En fait, si tu veux, moi, je considère presque que mon activité sur mesure, c'est mon outil de R&D. Et c'est important de l'avoir pour pouvoir développer la suite. Tu vois, c'est comme ça que... Ok. Donc tu réussis ta seconde levée. Hmm. C'est 2019, 2020 ? Ouais, avril 2019. Ok. Et ensuite, c'est là où, du coup, ça se complique en 2021, 2020-2021 ? Ouais, 2021, ça a été hyper compliqué. En fait, 2020, si tu veux, c'est le Covid. Donc, en fait, mais c'est comme ça quand tu entreprends. Fin 2019, je boucle ma levée de fonds. Il y a 2 choses qui ont été cataclysmiques pour ma trésor. C'est un recrutement que j'ai pas réussi sur mon CMO, sur lequel, si tu veux, là, j'avais gagné un petit peu en expérience. Mais T'as pas trouvé ta Marianne j'avais de encore Périfit. beaucoup... Ouais, exactement. Je rêverais rencontrer Marianne en 2000... Ouais, exactement. Non, mais je recrute un super mec, mais qui... Tu vois, avec le recul, maintenant, tu sais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas marcher. Mais... Donc, je rate le recrutement de mon CMO. Donc ça, c'est hyper painful parce que le plan, c'était de se dire, OK, on refait une grosse levée. On a bien montré l'attraction, validé tu vois, le produit, la cible, le discours, le truc, le canal digital. La boutique, ma première boutique marchait bien, très bien. On voulait en ouvrir une deuxième et répliquer ensuite le modèle, donc avec un modèle, tu vois, de distrib retail en propre. Et il fallait recruter un super CMO qui allait réussir à faire tout ça, bien sûr. Tu vois, parce que souvent, tu as quand même des choses comme ça. Surtout quand tu es solo founder, jeune, tu lèves des fonds aussi en te disant je vais me staffer avec de l'intelligence autour de moi, ce qui est normal. Sauf que si tu rates ton recrutement, tu prends une grosse claque, quoi. Et donc ça a été le cas. Et l'autre chose, c'est qu'on était obligé de rouvrir une nouvelle boutique parce que, on n'avait plus de place dans la première pour tout fabriquer. C'était tout petit. On avait un labo de 8 mètres carrés, tu vois, qui tournait plein régime. On bossait même le dimanche, quoi. Donc, on avait besoin de place pour fabriquer, de place pour les people. Et la première boutique roulait bien, était rentable et tout. Donc, on avait envie de répliquer. Donc, j'ai trouvé un local rive droite dans lequel on est aujourd'hui. C'est notre officine de la rue Keller. J'ai pris une super agence dont je rêvais pour faire cette deuxième boutique. Parce que la première, j'avais tout fait presque. Alors, il y avait un entrepreneur, bien sûr, mais j'avais pas d'architecte, j'avais pas de concept retail design, j'avais pas tout ça, tu vois. On avait fait un truc assez basique, on avait refait en plus l'année d'après. Donc, si tu veux, voilà. Et j'avais mis le labo, le truc. Bon. Donc là, on avait les moyens de se faire un truc génial. Au final, les travaux ont coûté plus cher que prévu. On a eu plein de merde, mais comme tous les travaux. Et puis, on a ouvert à un timing extraordinaire, tout mis bout à bout, qui est décembre, toute fin décembre 2019. Donc, on ne l'avait même pas inaugurée, qu'on a dû la fermer avec le Covid. Et moi, post-Covid, le retail a redémarré beaucoup trop doucement pour que j'arrive à absorber les coûts post-Covid, si tu veux. Donc, on a dû se dire, OK, alors, notre modèle de croissance avec des boutiques en propre et tout, on n'a pas réussi à le relancer post-Covid. Et je t'expliquais pas pourquoi. Ma boutique était hyper rentable rue Madame et tout. Elle n'a jamais redémarré. Jamais. Donc, on a été obligé de la fermer après plus tard. Et puis, ça avait beaucoup plus de sens, si tu veux. Avec le Covid, on a beaucoup appris sur le digital. Notre digital marchait très, très bien. Et donc, on a tout centralisé rue Keller. Mais donc ça a été quand même si tu veux, toute la croissance digitale qu'on a eue en 2020 nous a permis de continuer à faire de la croissance en 2020, mais le recul du retail, et quand on était fermé, enfin on a été fermé une bonne partie de l'année, plus tu as une deuxième boutique, donc tu doubles tes charges de personnel, de tout ton stock, il est x2 pour fabriquer, enfin tu vois, ton coût de structure explose et tu n'as pas de chiffre d'affaires en face. Donc en fait, ça te fait hyper mal... ta rentabilité en prend un grand coup. On n'était pas rentable et là, on a creusé notre déficit cette année-là, tu vois. Donc, ta levée de fonds, ma deuxième levée de fonds est partie quand même assez vite comme ça en people et nouvelle structure qui a pas décollé aussi vite que ce qu'on voulait.
Je t'interromps 30 secondes pour te rappeler que j'anime ce podcast dans le cadre de mon agence Kudak. On accompagne les e-commerçants, les startups et les retailers qui dépensent plus de 100 000 € par an en publicité. Mon travail, c'est de maximiser l'efficacité de leurs canaux d'acquisition en ligne. Donc parmi eux, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, Pinterest et Google. On s'appuie sur notre studio créatif, le labo et notre département tracking pour proposer à nos clients une expertise growth e-commerce complète qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de croissance. Quelques-unes des marques qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, il y en a plus de 130 mais je vous en donne quelques-unes. Gérard Darrel, Perifit, Fursac, Legal Start, Mobile Club et bien d'autres. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel de découverte avec un membre de mon équipe sur le lien en description. J'arrête de t'embêter, on reprend l'épisode. Et ça, tu mets combien de temps à t'en rendre compte? Parce que la restructuration vraiment à proprement parler, c'est début 2022. Ouais, début 2022. En fait, si tu veux, 2020, moi, ça a été assez excitant comme période parce qu'on a appris plein de choses sur le digital. Tu vois, il y a plein de choses qui se sont débloquées. On avait des reach de malades. Mon Instagram a jamais eu un taux d'engagement aussi ouf et tout, tu vois, alors que donc plein de choses positives. Mais pour moi, ça a été hyper difficile. Et donc, en fait, toute ton énergie est concentrée là-dessus parce que tu as une partie de ton équipe. Voilà, tu te dis, mon CMO, ça le fait pas. Donc, en fait, te séparer de quelqu'un dans une période comme ça, alors que c'est quand même la personne sur qui tu comptes pour faire ta croissance, c'est hyper compliqué. Et humainement, c'est hyper éprouvant. Et puis, l'autre chose qui était dingue, moi, j'étais pas préparée à ça du tout, c'est des décisions. Tu vois, il faut se remettre dans le contexte. Premier confinement. Donc, tout le monde a peur. On dit aux gens, restez chez vous, n'allez travailler que si c'est vraiment impératif. Et donc, moi, je devais prendre la décision, en étant une Gus, certes pharmacienne, mais moi, c'était, est-ce que je ferme ma boîte? Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas un logisticien qui expédie mes produits. Donc, si je veux continuer à vendre sur le digital, j'ai une équipe qui continue à se déplacer pour aller fabriquer les produits. Et c'est des personnes, tu vois, qui m'ont dit, mais Lucile, les têtes pensantes du marketing, elles restent bosser chez elles en sécurité. Et puis nous, on doit aller bosser, mais tu es sûr qu'on risque rien, et dans les transports, et dans le labo. Enfin, tu vois. Et toi, t'as à peine 30 piges, tu te dis, je sais pas. Donc j'ai raisonné. Après, tu vois, tes réflexes de pharma quand même, de professionnel de santé reviennent. Tu te dis non mais attendez, c'est bon, ça reste un virus, on se protège, on se truc, on va pas d'être. Et moi j'ai été du coup au labo à fabriquer tous les jours les produits. Mais c'était ça ton. Donc en fait quand ta tête est en train de penser à ça, si tu veux le ROAS sur ta campagne de prospection Facebook ou Google, ça te passe un peu au-dessus de la tête quoi. Et quand et voilà, et dans l'équipe, pour le coup, donc, si tu veux, la croissance qu'on a eue en 2020, on l'a eue sur de l'existant qu'on avait lancé en 2019 et qui roulait bien, donc Facebook Ads et Instagram Ads, et c'est tout. Et on l'a laissé tourner les trucs comme ça, tu vois. On faisait un peu d'influence à l'époque, enfin l'influence, nous, ça n'a jamais beaucoup marché, et c'est tout. Et donc, on a fait un peu de croissance en 2020. Fin 2020, je recrute une nouvelle équipe pour bien réattaquer 2021. Là, on fait plein de tests. On fait une énorme campagne digitale sur plein de plateformes médias. On fait un truc à 100 000 €. Laisse tomber. On était comme des dingues. Une campagne d'ailleurs très engagée sur... on avait un super concept de campagne. C'est une des campagnes que j'ai le plus aimée. On avait tourné un film et monté une opération qui s'appelait La Beauté Hack La Beauté. Et tu pouvais venir, en fait, c'était à l'occasion de la sortie de nos produits, de nos poches de refill. On disait aux gens, bon, honnêtement, fais le tri dans ta salle de bain. Qui n'a pas 200 crèmes dans son armoire à salle de bain ou son tiroir? La réalité, c'est qu'on est tous pareils. Tu as une tonne. On avait réussi à faire une étude IFOP pour chiffrer, tu vois, c'est 40% des produits qui sont achetés qui ne sont pas terminés. Et donc, si tu fais le calcul, tu as plusieurs tonnes par jour qui finissent à la poubelle sans être terminées. Et donc, on avait fait un film autour de ça en disant, laisse tomber, ramène-nous la crème qui ne marche pas et qui pourrit dans ta salle de bain. Tu nous la ramènes, on nettoie le flacon et on te le remplit avec nos poches de refill. Et on vient poser notre étiquette sur le logo de L'Oréal ou de machin et tout. Donc, canon dans l'idée. On a sponsorisé à mort tout ça.
on a fait un trafic top. On a multiplié par 10 notre trafic et on a divisé par 10 notre taux de conversion. C'est-à-dire que personne Non. ne convertit. Pourquoi? Parce que je pense que, en fait, quand tu dis aux gens achète un produit pour lutter contre le gaspillage, si tu veux, en cosmétique, ça séduit, ça intrigue, c'est amusant. On a eu des gens, bien sûr, qui sont venus. On a fait un peu de vente et on a des gens qui sont venus aussi remplir leurs flacons, mais de façon c'est très peu, quoi. Et si tu veux, ça séduit tout le monde, ça intrigue et tout, mais ça ne vend pas. Parce que tu n'achètes pas une crème pour faire du bien à la planète. Tu achètes une crème pour faire du bien à ta peau. Tu achètes une crème pour être plus belle. Tu vois, et je sais que les standards de beauté n'ont pas bonne presse, etc. Et même moi, je trouve ça ridicule quand je vois une pub avec Jane Fonda, tu sais, qui te dit tu vas perdre tant de rides et tout. Mais en fait, elle a fait un lifting. Jane Fonda, elle n'a pas juste mis la crème de supermarché. Tu vois, faut pas. Je trouve que c'est ridicule, mais il n'empêche que tu as cette part un peu de dinguerie en cosmétique. Et toutes les femmes sont pareilles devant le rayon. Tu veux acheter une crème qui va te rendre plus belle. Et c'est ça que tu cherches. Et si elle sauve la planète au passage, bah tant mieux. Je trouve ça très intéressant parce que c'est un paradoxe dont je parlais juste avant entre ce qui est déclaré et ce qui est vraiment effectué en termes de comportement d'achat. Et qui est un truc sur lequel, en tant qu'entrepreneur, tu peux pas trop te mentir parce que ta trésor, malheureusement, elle s'en fout de tes sentiments. Et souvent, faut l'accepter assez rapidement, en fait, ces trucs-là. Ouais. Et essayer à la fois tu disais donc, d'avoir cette condition nécessaire mais non suffisante de quand même avoir le truc pour avoir un produit clean, mais donner aux consommateurs ce qu'ils veulent vraiment, mais qu'ils n'osent pas forcément déclarer. Absolument. Est-ce que donc là donc c'est 2021. Ouais. 2021 c'est chaud. Ouais. 2021 si tu veux, alors ce serait pas exact de te dire on fait all-in sur cette campagne, qu'on surmédiatise et tout, mais quand même pas loin. On attendait énormément de cette campagne-là en termes de top line, etc. On n'a pas eu ces résultats escomptés. Et donc, on s'est beaucoup remis en question. On a beaucoup retravaillé sur... tu vois, ce que je te dis maintenant de façon hyper évidente, bah ouais, on s'en fout de la planète. En fait, je suis allée demander à mes clientes, tu vois, pourquoi elles n'avaient pas... et elles t'expliquent... c'est hyper... effectivement, si tu veux pas voir le truc en face, c'est vraiment que tu te mets comme ça, parce que ça ressortait assez bien, tu vois, c'était pas du tout... elles en avaient absolument rien à faire. Et donc, du coup, on a fait un gros travail, connaissance client, aussi de ménage un peu dans tous les canaux qu'on avait. Si tu veux, on faisait en même temps de la presse, de l'influence, du Facebook Ads, du Google Ads, du SEO, etc. Avec en fait des équipes qui n'étaient pas super au clair finalement sur la rentabilité et l'apport de chaque canal dans ton acquisition, dans ta rétention, etc. Donc, si tu veux, on faisait plein de choses avec, je trouve, une approche analytique qui n'était pas assez bonne. Et après ce travail-là, si tu veux, on a retesté des choses qui ont bien marché. Mais on est arrivé à un moment vraiment, je dirais, charnière où tu n'as plus le choix. En fait, si tu veux, moi, j'avais une structure de coûts qui était énorme parce que beaucoup de people, de boutiques et de la top line qui n'arrivaient pas, si tu veux, à alimenter, à payer tout ça. Et donc, avant de refaire une troisième levée de fonds, si tu veux, là, c'est plus ta casquette un peu de chef d'entreprise en mode bon père de famille. Tu te dis, non, mais stop, quoi. Stop. La boîte a 5 ans. Il faut qu'elle soit hyper rentable avant de se refinancer. Parce que si tu veux, moi, je n'aurais pas pu me lancer sans lever de fonds. Je pense par contre que, tu vois, en tout, nous, on a levé 3,5 millions. Je pense que ce n'est pas suffisant pour lancer une marque canonissime en digital, en D2C, tu vois. Surtout si tu veux avoir un modèle et de boutique et de online. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi, qui arrivent à faire plus avec moins, mais je pense quand même que c'est un peu just si tu veux faire un truc vraiment énorme from scratch. Et donc, du coup, si tu veux, moi, je me suis dit, avant de remettre des sous dans la machine,
on va faire en sorte que la machine n'en perde plus. Et ça a été hyper important. Et de grosses phases de restructuration pour en fait arriver à l'équilibre. Et ça a été tout le travail de 2022. On a pivoté, on a pu lancer une offre qu'on peut distribuer, qui nous donne accès à un nouveau canal qui est décisif, déterminant pour nous, qui est la distribution retail. Là, les pharmacies, pour le coup. Alors, là, pour le moment, on marche mieux en magasins, sélectifs. Galerie Lafayette, Institut et spa aussi, dans quelques spas. Mais on ouvre 150 pharma au mois de mars. Et donc, ça, c'est un pivot qu'on a fait et qui est essentiel, mais que j'aurais pas su faire avant, pour toutes les raisons qu'on a évoquées sur le produit et l'offre. Et l'autre chose, il y a eu des choses un peu douloureuses. C'est le départ des trois quarts de mon équipe. Tu vois, on est 4 aujourd'hui. Fermeture de la rue Madame. Ça n'avait pas de sens de le garder. Mais c'est hyper triste. Quand tu fermes ton premier labo, là où tu as commencé, etc., c'était triste, mais ça n'avait aucun sens de continuer. Et là, tu vois, on a fait notre premier trimestre EBITDA positif. Mais ça a demandé de regarder les choses en face et d'être hyper pragmatique dans l'approche, quoi. Ok. On a parlé de ce que tu as supprimé. Tu disais, j'ai testé plein de choses qui n'ont pas marché. Qu'est-ce que tu as gardé ? Ouais, c'est une bonne question. J'ai gardé en termes de payant, ce qui fonctionne pour moi, c'est un petit peu de Facebook Ads sur des campagnes de prospection qui sont des campagnes. Alors, on parlait un peu d'audience juste avant. Moi, j'ai testé plein d'audiences. La seule qui fonctionne, c'est des sosies de mes clientes, mais des sosies larges. Tu vois, c'est des lookalike 10%. Et cette audience fonctionne maintenant parce que je pense qu'elle est aussi suffisamment nourrie par ma base client. Parce qu'avant, ma base client était peut-être un peu trop petite, donc l'algo n'arrivait pas à bien tourner, enfin bref. Donc j'ai gardé Facebook Ads, mais tu vois, on avait des agences, etc. Moi, j'ai tout repris, donc j'ai remis les mains dans le cambouis. Donc tu vois, j'étais pas très... Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais je m'y suis collée. Et donc j'ai un format de pub sur certains... tu sais, tu peux choisir les endroits de diffusion sur Facebook et Insta. Donc, c'est certains endroits de diffusion, un format très précis, assez court, fais ton diagnostic, boum. J'ai des ROI à 4 maintenant, tu vois, mais sur des petits volumes. Ça alimente ma base de tarifs sur le site. En fait, tu fais ton diagnostic de peau. Et ça alimente mon gros canal de vente, qui est ma newsletter. Donc, au début, quand tu es tout frais dans la base, tu rentres dans des flows qui sont automatisés, de relance par mail. Et puis ensuite, tu passes dans ma newsletter. C'est une newsletter que j'écris toutes les semaines. Donc, c'est moi qui fais le contenu. Je donne à la fois des conseils. Je rédige des articles de blog. Je vais pousser ça. Donc, tu as quand même du contenu. Je segmente, je personnalise. Comme je ton diagnostic de peau, je sais si tu vas être intéressé plutôt par les boutons que par les rides. Tu vois, et encore, tu as des femmes qui ont des boutons et des rides. Donc, elles ont la double dose. Et ça marche très fort. Ça marche très fort depuis que j'ai couplé ma newsletter à une offre trade. Donc, c'est des nouveautés chaque semaine, des éditions limitées. Ça, c'est mon labo qui me permet de faire ça parce qu'on fabrique des toutes petites séries de produits. Tu vois, dès qu'on voit qu'il y a un produit qui est presque à la limite des 1000 achats, enfin des 3 achats sur 1000 clientes, tu vois, tac, on va faire une petite édition limitée, on va l'offrir à nos clientes dans leur prochain panier. Ça booste le renouvellement et ça convertit, ça aide à la first conversion. Donc cette offre trade, je pense, est un facteur clé de succès de la newsletter. Tu vois, je suis pas sûre que s'il y avait que du contenu et pas de promo, ça marcherait autant. Ok, d'accord. Et tu disais, bon, on coupera le chiffre si tu veux pas le dire, mais tu as 50% de ton CA qui vient de ça. Sur cette newsletter, ouais. Et l'autre relais de croissance, tu vois, qui marche bien, nous, c'est la distribution retail. Si tu veux, là, on a monté notre e-commerce. Notre objectif, c'est vraiment de continuer sur cette lancée, de faire 20-30% de croissance par an max. Mais par contre, on va aller chercher de la distribution. Et de l'international. Tu vois, on a ouvert notre premier pays en décembre dernier. Le lancement est prévu courant janvier. On se lance en Turquie.
parce que j'ai fait une super rencontre d'une entrepreneuse extraordinaire qui, en fait, a acheté les produits sans me dire qu'elle était, tu vois, à la recherche de marques. Elle les a testés et ça l'a littéralement bluffée. Et donc, elle lance un nouveau distributeur en Turquie. Elle est hyper smart. Et donc, du coup, elle m'a dit, Lucille, je veux vous distribuer. J'ai dit, OK. Je n'avais pas comme plan forcément de m'attaquer tu vois, à la Turquie. Mais c'est ça aussi, l'entrepreneuriat. En fait, c'est... j'espère que je ne vais pas finir en parodie, mais c'est vraiment une histoire de rencontre aussi beaucoup. Et ouais, je pense que tu as quand même un facteur chance, un facteur rencontre dans l'entrepreneuriat qui est hyper important. Enfin, moi, ouais, mes rencontres décisives, c'est un coup parce que tu as filé un coup de main à machin qui a parlé de toi à truc et tout. C'est toujours comme ça. Ouais, je ne peux que confirmer. Je voulais te poser une toute dernière question. Il y a des modèles américains qui ont bien craqué, on en a parlé un peu avant de démarrer les caméras. Ouais. Ce modèle de sur-mesure en full online. Ouais. On a parlé de prose, de functional beauty, ouais, que je connais un petit peu moins, mais que ouais. tu m'as mentionné. Tu penses que c'est quoi la différence avec ces boîtes-là et pourquoi est-ce qu'elles ont pris des tailles Ouais. Alors, je pense honnêtement probablement que l'équipe fondatrice a plus de talent que moi et plus d'expérience sur... Non, mais certainement, tu vois. Et l'autre chose, c'est que je pense que le produit n'est pas le même. C'est-à-dire que ton shampoing sur mesure, je pense que alors, acheter un shampoing, c'est moins engageant qu'une crème. Tu vois, c'est bête, mais un des facteurs de conversion premier pour la crème, c'est l'échantillonnage. On te file un échantillon d'une crème, tu le testes 2 semaines et tu l'achètes. Moi, j'ai jamais pu faire d'échantillon. Je vais pouvoir maintenant, mais sinon, je pouvais pas. Donc, tu te prives d'un truc. Donc, bref, mais le shampoing, du coup, c'est peut-être moins engageant comme produit, donc tu l'achètes plus volontiers en ligne. Ensuite, ils sont sur des marchés US qui sont juste beaucoup plus gros que la France. Tu vois, moi, je me suis lancée juste en France. Voilà, tu as la taille de marché, l'engagement au moment de l'achat. Et je pense aussi que tu vois plus le avant-après, si tu veux, utilisation de ton shampoing. Tu vois tout de suite un effet. Ton shampoing que tu as choisi sans trop d'attention dans ton supermarché, qui a en fait pas grand-chose de bien dedans, versus ton shampoing personnalisé qui est bien fichu et tu vois tout de suite la différence, en fait, je pense, dès la première application. Ce qui n'est pas le cas de la crème. Alors, vous pourrez constater, mesdames et messieurs les auditeurs, Lucille m'a offert des crèmes il y a 2 mois, que je mets assidûment tous les jours. Vous pouvez me dire si vous voyez des différences entre les premiers épisodes des Bretti Commerce et celui-là. Mais tu sais qu'on m'a écrit pour me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un Théo avant-après. Hein. Mais moi aussi, on m'a écrit. Je dis, sponsorisé, je vais te faire des UGC et tout. Non, mais c'est l'observance. L'observance, c'est le fait d'appliquer ton traitement. Donc ça se dit plutôt dans le médicament. Et super important. Et dans le soin de la peau, c'est déterminant en fait. C'est pas en mettant une crème une fois que tu peux voir. Alors sur certains trucs hyper visibles ou hyper à vif, tu vois, une peau très déshydratée, très rouge ou avec un gros bouton inflammé. Oui, tu vas voir tout de suite si un produit est efficace. Et c'est le cas de nos produits. Mais sinon sur vraiment la qualité globale de ta peau, ça prend quelques semaines de voir l'efficacité. Donc, si entre-temps, tu as une autre marque qui t'a fait une danse du ventre incroyable avec une promo de dingue et qui t'a en plus filé 3 échantillons que tu as utilisés en même temps, tu sais même plus exactement quelle est la crème qui te fait ci ou ça, et bah ça y est, tu bascules. D'où la nécessité de la présence en physique. Ouais, je pense. Donc, tu as l'impulsion de... je prends ma petite... Ok. Et ben écoute, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. Il me semble qu'on doit avoir 54 minutes d'enregistrement. On a tenu un peu longtemps. Je vais te poser la toute dernière question de ce podcast. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Est-ce qu'il y a une autre marque e-commerce dont toi tu admires les stratégies de croissance ou que tu kiffes ? Ouais, moi j'aime bien Asphalt, alors que je ne suis pas cliente, mais je les trouve assez cool parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mes copains qui sont fascinés par Asphalt, tu vois, c'est des vrais fans. Il y a vraiment parmi les DNVB, j'ai l'impression que c'est la marque préférée des fondateurs de DNVB, tu vois. Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai plein de mes copains qui me disent « Ah mais attends, mais pourquoi tu fais pas comme Asphalt, tu vois, ils ont tout compris, les mecs, on les adore, attends, et puis moi, j'ai juste envoyé ça, le service client est où ?» Enfin, je n'entends que des clients, si tu veux, qui me disent ils sont extraordinaires, quoi. Donc ouais, et puis après, quand tu regardes effectivement la façon dont ils bossent, c'est dingue. Et l'autre marque que je trouve canon, alors c'est pas vraiment une marque, enfin si quand même, c'est Choose.
la plateforme de dropshipping, je les trouve extra. En fait, j'adore leur com, leur modèle est canon. Moi, je suis cliente, mais B2B. Si tu veux, je vends des produits sur Choose. Choose, tu disais dropshipping, mais c'est là où tu fais des drops. Enfin, ils ont plein de marques. Ouais. Ouais, voilà, ok, d'accord. Ouais. Tu fais des opérations limitées. Exactement, Okay. exactement. Mais je trouve que leur modèle, en fait, en tant que cliente B2B, si tu Ouais. veux, pour moi, c'est canon parce que tu leur laisses une commission, mais t'as pas de... En fait, tu vois, j'ai pu commencer à faire de la revente de mes produits grâce à eux parce que en fait, ils ont un modèle où le mec passe la commande chez eux, toi t'expédies et ils te prennent une commission, ils te payent pas à 60 jours comme tes retailers, laisse tomber, et ils arrivent à te faire des... Enfin, nous, on a fait des grosses ventes avec eux, ils ont une communauté, ils sont hyper prescripteurs en fait auprès de leur communauté. Et je trouve l'ADN hyper cool, tu vois. Et ils te créent quelque chose, tu vois, avant de le tester. Tous les jours, en fait, tu as une nouvelle marque qui est en vente sur leur plateforme. Et tu peux avoir l'impression que c'est trop tous les jours. En fait, tu te prends au jeu. Ouais. Et tu es trop content de recevoir tous les jours ton truc. Tu te dis, est-ce que ça va me plaire et tout. Bon, il y a des fois où, bien sûr, ça ne te plaît pas. Mais tu crées un attachement. Et moi, ils sont rentrés dans mon quotidien, tu vois. Donc, ça, c'est assez sain comme modèle. Enfin, c'est gagnant-gagnant côté business, tu vois, B2B. Ok. Écoute, merci beaucoup, Lucille. Merci. De m'avoir accordé ce moment. Ça ferait un bon épisode de podcast. Je suis content qu'on ait parlé de... On a plus parlé de fondamentaux, en fait, là, que de hacks, d'envoyer tel email, etc. Ce qui est plus le cas, je pense, dans mes autres épisodes. Oui, peut-être. Mais en fait, je pense que c'est là que se crée la valeur. Et on va pouvoir s'arrêter là tranquillement. Je n'ai pas forcément de mots à rajouter. Je te remercie une dernière fois. On va dire au revoir à nos auditeurs. Et je dois regarder en face ? Tu peux regarder là où tu veux. Ok. Non, c'est plutôt là, en fait. Il n'y en a qu'une seule. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Brut e-commerce. Ciao. Merci Théo.